France, les alertes à la bombe se multiplient depuis l'attaque djihadiste qui a coûté la vie à un professeur le 13 octobre dernier dans la ville d'Arras. Les gares, les aéroports, les écoles, les musées, mais aussi de nombreux lieux touristiques sont pris pour cible, comme le château de Versailles, évacué 7 fois en 9 jours suite à de fausses alertes à la bombe. Immanquablement, vous avez de toute façon un pourcentage de menaces qui relèvent de gens plus ou moins déséquilibrés, perturbés, qui veulent voilà, déstabiliser un peu plus qu'elle ne l'est en ce moment notre société. Donc c'est une volonté de commettre un délit. Vous avez aussi le cas où ce sont des alertes qui sont lancées, non pas nécessairement parce qu'à la clé, il y a vraiment une bombe ou une menace d'attaque, etc. Mais c'est surtout pour donc des gens mal intentionnés qui peuvent relever d'organisations à caractère terroriste. C'est plutôt une manière de jauger, d'évaluer, de mesurer, calculer, observer, repérer, identifier les différents acteurs qui, selon les protocoles de mise en alerte, vont se mobiliser. Et puis la manière dont on évacue les sites. Donc tout ça fait l'objet de repérages minutieux. Et puis évidemment, sur le moyen et long terme, ça permet d'élaborer de toute façon voilà, des cas de figure d'intervention, d'opérations terroristes. Plus de 60 enquêtes judiciaires ont été ouvertes pour de fausses alertes depuis l'attentat d'Arras. Les auteurs identifiés de ces appels ou emails malveillants sont généralement jeunes, souvent mineurs. Si certains cherchent à faire le buzz, d'autres sont radicalisés et cherchent à susciter l'anxiété. 8 ans après la vague d'attaque de 2015, la menace du terrorisme islamiste est prise au sérieux par les autorités et de nombreux citoyens. Très anxiogène, très angoissante et on n'a pas le sentiment qu'elle est vraiment prise en main, que tout ce qui peut être fait pour protéger les Français n'est pas fait. Bien sûr, c'est préoccupant, oui. La France a rehaussé son niveau de menace terroriste le 13 octobre dernier. Il est désormais interdit de stationner près des écoles et des milliers de militaires supplémentaires assurent la surveillance des lieux jugés sensibles. L'annonce a été faite par la Première ministre. Dans le contexte actuel et suite à l'attentat terroriste à Arras, j'ai décidé de rehausser la posture Vigipirate au niveau le plus élevé, urgence attentat. Les autorités redoutent en effet l'importation sur leur sol des tensions internationales, l'attaque surprise du Hamas contre Israël le 7 octobre et la réponse militaire d'Israël à Gaza exacerbent les divisions entre Français. La question israélo-palestinienne est bien le dossier en relations internationales qui draine ce capital de polarisation planétaire. Ça fait des décennies que ça dure, 3/4 de siècle. Ça ne cesse de s'amplifier à chaque fois qu'il y a une guerre. Ça s'amplifie pourquoi? Parce que les moyens de communication ne cessent de se ramifier davantage et touchent de plus en plus de monde. Donc l'information va dans tous les sens, elle est en plus manipulée de plus en plus ces dernières années aussi. Et d'autre part, et c'est ça la vraie menace, c'est l'évolution de l'atmosphère et le fait que progressivement, 2 communautés, 2 parties de la population bruxelloise, parisienne et autres, se regardent de plus en plus, avec méfiance. Depuis, la Belgique voisine a aussi été frappée. À Bruxelles, 2 ressortissants suédois ont été abattus le 16 octobre par un homme de nationalité tunisienne qui s'est réclamé du groupe État islamique. L'objectif, c'est toujours de changer, l'ordre mondial, en déstabilisant les sociétés de l'autre moitié du monde qui est perçue comme l'autre partie du monde hostile ou ennemie. Ici, en l'occurrence, ce sont les sociétés occidentales qui sont ciblées. Et concrètement, il s'agit d'y instiller les graines de la guerre civile. Donc ce qui est visé, c'est plutôt d'enclencher le mécanisme de la polarisation sociétale au sein des citoyens des grandes villes que sont Paris, Bruxelles, Londres, que sais-je, de part et d'autre de l'islamité ou de la non-islamité des citoyens considérés. Une fragmentation de la société qui devrait être davantage prise au sérieux par la classe politique, selon Pascal Lepotremat. Jusqu'où va-t-il falloir aller pour que les Français ouvrent les yeux une fois pour toutes? Et le problème, c'est qu'on est dans un pays et en Europe où on a beaucoup de, je dirais, de dynamique de déni au sein de la classe politique française, mais aussi au niveau européen. On laisse foisonner et se développer sur le territoire et national et en Europe des réseaux fondamentalistes
qui évidemment vont nourrir des noyaux durs de gens qui sont prêts à commettre le pire. On devrait les expulser ou, je dirais, les priver de leur citoyenneté française, parce que c'est quand même, on est dans des situations surréalistes. En France, l'ensemble des lieux de culte juifs sont désormais surveillés par la police. Près de 600 actes antisémites ont été recensés depuis le 7 octobre. Le Conseil de sécurité des Nations Unies a rejeté un projet de résolution porté par le Brésil qui prévoyait, entre autres, l'établissement d'un couloir humanitaire vers la bande de Gaza. Les États-Unis ont exercé leur droit de veto. Il s'agit du second échec en 3 jours au siège de l'ONU. La communauté des nations redoute un embrasement de la région au moment même où les rapprochements entre certains pays du Golfe et du Moyen-Orient laissaient entrevoir la possibilité d'un apaisement. Le risque d'élargissement, il est très très important. Il faut se rendre compte qu'on a affaire vraiment à une poudrière. On n'est pas à l'abri non plus en Syrie. Le Liban, qui est aussi un État extrêmement fragile, eh bien en fait, tous les groupes armés et toutes les influences possibles de la région se retrouvent dans ces 2 pays. Et donc, on ne peut pas exclure là non plus qu'il n'y ait pas de la déstabilisation des luttes fratricides. Face à l'intensification du conflit, plusieurs pays de la région appellent la communauté internationale à protéger d'urgence les civils. Mais pour cette chercheuse, le soutien des États-Unis et de pays européens en faveur d'Israël bloque tout processus de paix. La solution doit venir de la communauté internationale. Mais malheureusement, la communauté internationale brade le droit international aujourd'hui. Après 2 guerres mondiales, donc on a trouvé des mécanismes pour responsabiliser chaque État, pour juger, pour condamner, pour établir un ordre mondial qui est aujourd'hui bafoué. La Chine, elle, a annoncé le déplacement d'un envoyé spécial au Moyen-Orient pour remettre le processus de paix dans la région sur les rails. La visite vise à contribuer à la désescalade au Moyen-Orient. Cela fait partie des efforts de la Chine pour promouvoir les pourparlers de paix. Le ministre chinois des Affaires étrangères a déclaré que les actions d'Israël dépassaient le cadre de l'autodéfense. Son gouvernement appelle les parties à la retenue pour atténuer la crise humanitaire sur la bande de Gaza. La position de la Chine, qui est une position extrêmement raisonnable, extrêmement traditionnelle, extrêmement respectueuse et légaliste, respectueuse du droit international humanitaire, eh bien c'est le respect des frontières et en l'occurrence le respect de l'article 51 de la Charte des Nations Unies, c'est-à-dire le droit à l'autodéfense. Or, en l'occurrence, il ne fait aucun doute que l'État d'Israël a été attaqué. Maintenant, je crois qu'il faut comprendre ce rappel chinois comme étant le rappel non seulement de cette règle de l'autodétermination, de la protection des frontières, de la légitime self-défense, mais aussi un appel à la proportionnalité. Parce qu'on a été attaqué, cela ne signifie pas qu'on a le droit d'utiliser tous les moyens nécessaires et de déplacer des populations qui sont pour l'essentiel innocentes. Jusqu'à présent, 4 ressortissants chinois ont été tués dans le conflit. Le président de la transition gabonaise est arrivé à l'aéroport international Melchior Ndadaye à un peu plus de 13 heures à Bujumbura. À l'aéroport, le général Brice Clotaire Oligui Nguema a d'abord été accueilli par le ministre burundais des Affaires étrangères de la coopération en développement. Ils se sont ensuite dirigés au palais présidentiel Ntare Rushatsi à la rencontre d'Evariste Ndayishimiye, le président burundais. Après un tête-à-tête d'environ 2 heures,
Le président de la transition gabonaise précise le double objectif de sa visite au Burundi. Notre visite a porté essentiellement sur les questions gabonaises, notamment ce qui s'est passé après le 30 août. Et nous arrivons ici parce que le Burundi est un pays membre de la CAC. Et en même temps, le Burundi fait partie du Conseil de paix et de sécurité de l'Union africaine. Donc c'est en ce sens que nous comptons sur la voix du Burundi. La voix du Burundi compterait vers la levée des sanctions de la CEEAC contre le Gabon après le coup d'État du 30 août dernier qui a renversé l'ex-président Ali Bongo. Après échange de cadeaux entre deux présidents, Brice Oligui Nguema appose sa signature pour marquer sa première visite au Burundi. Les deux homologues se sont mis d'accord sur des soutiens bilatéraux. Le président burundais nous a rassurés de nous accompagner dans cette transition, qu'il espère réussir, vu son rôle de leadership dans la sous-région en matière de paix et de sécurité. Il estime que la paix doit être préservée, au-delà de tout ce que nous pouvons penser. Et c'est fort de cela que nous repartons satisfaits et heureux de cette visite. La présidence du Burundi n'a fait aucune déclaration à la presse pour faire le point sur le contenu des échanges entre les deux personnalités. C'est seul le président gabonais qui s'est adressé à la presse en 3 minutes. Le président du Gabon clore son séjour d'environ 5 heures de temps au Burundi, la 4e visite dans la région des Grands Lacs africains après le Congo-Brazzaville, la République démocratique du Congo et le Rwanda. En juillet dernier, l'Iran a été accepté en tant que membre à part entière au sein de l'Organisation de coopération de Shanghai, ou OCS. Ce bloc multilatéral eurasien est le plus grand groupement régional en termes d'étendue géographique et de population. L'Iran, qui fait l'objet des sanctions économiques et financières de l'Occident, s'efforce d'en réduire l'impact. Un nouvel ordre est en train de se former dans le monde et dans toute la région. Le monde est en transition passant de l'unipolarité à la multipolarité. Les pays nouent donc de nouvelles relations bilatérales et multilatérales. L'OCS est en train de devenir une force mondiale grâce à la puissance économique de ses membres et à la présence de 2 membres permanents du Conseil de sécurité des Nations Unies, la Chine et la Russie. Le vice-président iranien a souligné le souhait de Téhéran de tirer le meilleur parti de son adhésion à l'OCS avant la 22e réunion du Conseil des chefs de gouvernement de l'OCS dans la capitale kirghize, Bishkek. Les capacités économiques des membres de l'OCS sont très élevées. En Iran, nous avons également nos propres capacités. Je pense que l'adhésion de l'Iran à l'Organisation de coopération de Shanghai peut fortement renforcer les relations économiques. D'après les statistiques officielles du gouvernement iranien, entre mars et septembre de cette année, le volume des échanges commerciaux entre l'Iran et les membres de l'OCS a connu une augmentation de plus de 40% en glissement annuel, atteignant près de 22 milliards de dollars. L'un des principaux objectifs de l'Iran au sein de l'OCS est de proposer aux États membres des possibilités de transit par les corridors nord-sud et est-ouest. Il existe cependant des alternatives possibles. L'Iran tente de devenir une partie active du corridor de transport international nord-sud qui relie l'Inde à l'Europe via l'Iran, les pays d'Asie centrale et la Russie. L'OCS pourrait constituer une plateforme prometteuse permettant à Téhéran d'atteindre ses objectifs.
Une trentaine d'armées de l'air du monde se retrouvent à Dakar pour se pencher sur l'utilisation des drones dans les conflits modernes. C'est à l'occasion de la deuxième édition du Forum Africa Air Force. Ainsi, il devient urgent pour les détenteurs de la puissance aérienne que nous sommes de nous demander comment préserver notre liberté d'action dans l'emploi combiné des plateformes habitées et téléguidées, tout en bridant celle de l'adversaire à inhiber nos actions. La modernisation et l'automatisation sont primordiales dans l'adaptation aux conflits modernes. Ainsi, les drones sont devenus incontournables en vue de réduire les délais de réception des informations et d'intervention. Ainsi, selon le général Mamadou Diop, l'utilisation des drones dans les conflits modernes permet aux armées d'économiser sur plusieurs plans. Ces vecteurs innovants allient les aspects principaux de sécurité dans l'emploi, d'économie des moyens matériels et humains, et de concentration des efforts sur l'objectif. Le ministre des Forces armées du Sénégal se félicite de l'organisation de ce forum et attend avec impatience les recommandations des décideurs de la troisième dimension. L'Afrique, comme vous le savez, est traversée par beaucoup de zones de turbulence, beaucoup de menaces diverses, complexes, souvent indécelables. Et nous devons à tout temps, à tout moment, avoir une armée prête à répondre aux défis auxquels elle est confrontée. La première édition du Forum Africa Air Force avait porté sur les conflits en basse intensité. Selon le ministre sénégalais des Forces armées, les réflexions de ce deuxième forum doivent aussi porter sur l'utilisation des antidrones pour faire face aux menaces. En 2017, la province du Sichuan a établi une relation officielle avec l'État américain de Californie pour collaborer sur des projets d'énergie propre. L'un d'entre eux est le développement de la ville intelligente de Meishan, située dans la nouvelle zone de Tianfu à Chengdu. En construction depuis 2019, elle s'étend sur une superficie de 200 hectares. Plus de 70 entreprises ont déjà établi des bureaux dans la ville. La Californie est un pionnier de la recherche et du développement en matière d'énergie propre, représentant 60% des investissements américains. Et notre province du Sichuan dispose également d'une abondance de ressources énergétiques propres et la plus grande base de production d'énergie hydroélectrique en Chine. Donc il y a de bonnes perspectives de coopération entre les deux régions. Dans le cadre de l'initiative La Ceinture et la Route, Meishan est devenue une ville frontière dans l'ouverture de la Chine au monde. Le projet est également conçu pour promouvoir les technologies de l'information verte et le développement durable. Seuls 10% de la ville ont été achevés, mais elle offre déjà aux entreprises des installations telles que des panneaux solaires sur les toits et des piles de stockage d'énergie. De plus en plus d'entreprises s'installent dans la ville. Notre entreprise se concentre principalement sur l'agriculture numérique, les villes intelligentes et l'irrigation en utilisant nos satellites autofabriqués, ainsi que le système de navigation par satellite Beidou. Nous avons lancé 10 satellites l'année dernière, ce qui nous place au 4e rang en Chine. Je pense que beaucoup de gens de ma génération se sentent motivés pour travailler en vue de réduire le changement climatique, parce que nous avons grandi avec la conviction que c'est le moment de faire quelque chose concernant le changement climatique. Il n'y a pas d'autre moment. Nous n'aurions pas pu le faire sans le soutien de Meishan et de la Californie. La ville a été le premier incubateur à nous approcher, à aimer notre idée et à nous aider dès le début en nous fournissant un bureau, des ressources et un soutien de valeur. Une fois qu'elle sera terminée, la ville intelligente Meishan, Californie, comprendra des centres de recherche, des écoles et devrait accueillir plus de 200 entreprises du monde entier. Des entrepreneurs du Sichuan devraient également se rendre en Californie pour partager leur expérience de travail dans l'industrie des énergies propres. Le Sichuan est l'une des provinces chinoises les plus déterminantes dans le développement des énergies propres et les autorités de Meishan et de Californie travaillent ensemble pour créer des perspectives plus respectueuses de l'environnement pour leur population.
Près de 5000 exposants nationaux proposent une gamme de produits agricoles et de technologies de pointe au cours de cet événement de 5 jours. Pour la première fois, l'exposition s'est enrichie d'un hall international au sein duquel les pays invités, le Laos, le Mali et le Malawi, présentent leurs spécialités locales telles que le durian, le piment et l'artisanat. Quand je joue du tambour, les gens se montrent très enthousiastes. C'est donc la partie que j'aime le plus dans une exposition. Les gens peuvent toucher vos produits, ils peuvent communiquer face à face. C'est donc très intéressant. Nous voyons cela comme une opportunité de partager des connaissances. Nous voulons apprendre de la Chine en termes de techniques utilisées dans l'agriculture, y compris la façon dont ils pratiquent l'agriculture. Et aussi pour nous de transmettre aux Chinois les choses que nous ferions pour le marché chinois. Le 3e Forum international des groupes de réflexion sur la construction d'une communauté d'avenir partagé de l'humanité s'est tenu jeudi dans la ville de Wuhu, dans la province chinoise de l'Anhui. Il a rassemblé plus de 50 éminents chercheurs et experts de près de 20 pays, parmi lesquels la Chine, le Pakistan, la Malaisie, l'Éthiopie, le Nigeria, le Mexique, le Royaume-Uni et les États-Unis. Cette année marque le 10e anniversaire de l'initiative La Ceinture et la Route. Le forum a donc intégré une thématique sur la coopération internationale et le développement de l'initiative La Ceinture et la Route. Weerasinghe Geganayake, secrétaire général du Parti communiste sri-lankais, a été invité à prononcer un discours d'ouverture. L'initiative La Ceinture et la Route offre au monde une grande opportunité de parvenir à la croissance économique et à la prospérité, d'accroître la connectivité, le commerce et l'investissement, et de parvenir à une communauté mondiale d'avenir partagé. Le concept de construction d'une communauté d'avenir partagé de l'humanité a été enrichi au cours des 10 dernières années. Il s'est transformé en cadre global pour relever les défis mondiaux et a suscité un intérêt croissant parmi les universitaires du monde entier. L'ordre international est en train d'être profondément remodelé. Il est urgent d'élaborer un nouveau pacte ou un nouveau contrat pour le XXIe siècle. Il est très important de mieux comprendre ce que la perspective chinoise, la civilisation chinoise est prête à apporter à la table des négociations. Et je pense que ce que nous avons en commun, c'est l'aspiration humaine à la paix et au développement. Au cours des 7 ou 8 dernières années, j'ai écrit plus de 300 articles sur ce concept. J'ai participé à des conférences dans près de 10 pays. Globalement, la vision de la communauté d'avenir partagé a commencé en 2013, mais ensuite nous avons vu comment la ceinture et la route a progressé. Ensuite, nous avons vu une initiative pour le développement mondial, l'initiative pour la sécurité mondiale et l'initiative pour les civilisations mondiales. Donc si on les étudie tous ensemble, on découvre que tous les concepts sont centrés sur l'humain. Lancé en 2021, le forum a été organisé pendant 3 années consécutives. Il représente les efforts déployés par les universités chinoises pour promouvoir une meilleure compréhension de la vision de la construction d'une communauté d'avenir partagé de l'humanité à l'échelle mondiale. Le forum a prouvé que les universitaires internationaux et les groupes de réflexion internationaux étaient d'accord avec le concept d'une communauté d'avenir partagé de l'humanité. À l'avenir, nous continuerons à nous appuyer sur le forum et le réseau universitaire international pour renforcer la reconnaissance du concept. Les représentants viennent de Russie, des États-Unis, du Royaume-Uni, d'Arabie Saoudite, d'Iran, du Brésil, d'Indonésie, du Vietnam, du Cambodge et des îles Fidji. Les organisateurs du forum indiquent que l'événement de 3 jours se concentrera sur l'initiative pour la sécurité mondiale, un nouveau cadre introduit par la Chine.
Le nombre et le niveau de participants au forum de cette année ont atteint des hauteurs records. En particulier, la participation des pays en développement ainsi que des organisations internationales et régionales a considérablement augmenté. Au cours du forum, les dirigeants de la Commission militaire centrale rencontreront également des responsables de l'armée et de la défense de pays étrangers et le tapis rouge a été déroulé pour tous les invités. Mon travail au sein du Congrès mondial de la pomme de terre consiste en quelque sorte à partager ce que la Chine a fait avec le reste du monde. Et l'initiative La ceinture et la route est un excellent moyen à choisir. Que ce soit par le chemin de fer, la voiture ou la mer en connexion avec d'autres pays de l'Asie ainsi que le continent africain. Nous nous concentrons vraiment sur les pays où leurs populations ont faim. Je travaille par exemple au Yémen. Cette initiative chinoise l'aiderait énormément. Le Pakistan, le Bangladesh, le Myanmar, tous les pays voisins pourraient bénéficier d'une coopération avec la Chine, comme c'est déjà le cas pour le Pakistan. En Afrique, je vois également un grand besoin, en particulier toute l'Afrique subsaharienne. Je pense que l'ensemble de l'initiative visant à ouvrir la porte à la coopération entre la Chine et ces pays est merveilleuse. Et celle-ci, proposée par le président chinois, est un véhicule parfait pour y parvenir. Au nom du Congrès mondial de la pomme de terre, nous souhaitons également apporter notre soutien à cette initiative et aider à développer les liens nécessaires pour que l'initiative soit réalisée de manière efficace et efficiente. Je suis donc très enthousiaste pour l'avenir. Je ne crains pas la coopération et le travail en commun, car la Chine dispose aujourd'hui d'un grand nombre de personnes très qualifiées qui peuvent apporter beaucoup de leur expérience pour aider ceux qui en ont besoin. Je pense qu'il y a vraiment intérêt à développer des synergies pour que l'ensemble de ces unités de recherche présentes dans des pays développés en Europe, dans des pays moins développés sur la route de la soie, qu'on puisse mettre tout ça en commun pour arriver à des résultats qui permettent d'améliorer les choses pour tout le monde. Un exemple, c'est le projet IMPOCHA, qui est un projet auquel nous participons. IMPOCHA, ça veut dire Improve Potato Crop in a Climate Change. Donc, IM pour Improve, Potato pour Potato, CHA c'est pour Change. Improve Potato Crop in a Climate Change Context. Donc, améliorer la culture de la pomme de terre dans un contexte de changement climatique. C'est un projet extrêmement ambitieux, un projet de 3 ans qui réunit des partenaires de Chine, de Belgique et d'Afrique du Sud. Chaque fois 3 partenaires, des partenaires scientifiques donc qui n'ont pas du tout l'habitude de collaborer entre eux. Et donc, ça fait une interaction extrêmement fructueuse en termes de nouvelles idées et d'apprendre à travailler ensemble. En plus de ça, ce projet doit traiter 3 sujets en même temps, et 3 sujets qui sont complexes et qui sont très intéressants, qui sont le changement climatique, c'est dans le titre du projet, mais aussi la biodiversité et la santé publique, la santé humaine. Donc ces trois sujets sont des sujets très compliqués. Les personnes dans la recherche ne maîtrisent ces 3 aspects en même temps. Donc nous sommes obligés de collaborer entre disciplines différentes et d'écouter la façon dont les uns et les autres se préoccupent de différents problèmes, dont chacun s'occupe d'une partie en fait. Et donc le projet en question porte sur l'impact du changement climatique, de la santé publique et de la biodiversité sur le type de contraintes qu'on a pour produire des pommes de terre. Donc aborder tout ça en même temps nous apprend à aborder des sujets complexes et à tenir compte de nouvelles méthodes de travail. C'est extrêmement intéressant au point de vue scientifique et très productif en termes de résultats pour l'avenir.